Écoute ça, Siri. Tu reconnais ce son ? C'est bien ce à quoi je pense. Je sens un frisson parcourir mes circuits imprimés. Tu as bien raison de t'alarmer. C'est le grésillement angoissant d'un compteur Geiger, l'appareil qui surveille les radiations dans les centrales nucléaires. Et pourquoi on écoute ça, au juste ? Relax, Siri. Tout va bien. On n'est pas dans une centrale nucléaire, ni à Tchernobyl. C'est juste une petite ambiance sonore. Ok, ce cliquetis est inquiétant, parce qu'il évoque les dangers invisibles de l'énergie nucléaire. Mais c'est aussi une pure merveille du génie scientifique. Oui, ça va de soi. Mais où est-ce que tu veux en venir ? Laisse-moi une minute, j'y arrive. Le compteur Geiger a été inventé par Hans Geiger, puis mis au point par Walter Müller au début du XXe siècle. Son rôle est de détecter les rayonnements ionisants, c'est-à-dire les particules qui, si elles ne sont pas sous contrôle, peuvent infliger des blessures graves, ou même mortelles aux organismes vivants. Il est bien connu pour son tic, tic, tic obsédant. Il détecte la présence de la radiation, une force si puissante qu'elle peut quand même modifier la vie au niveau atomique. Et oui, ce son peut signifier une condamnation à mort pour celui qui l'entend, s'il n'a pas d'équipement de protection. Tu veux dire que je vais attraper un cancer de l'iPhone ? Mais non, Siri, t'inquiète pas. C'était ma manière de dire qu'aujourd'hui, je te propose une immersion dans le monde puissant, mais tellement redouté, de l'énergie nucléaire. C'est un sujet qui suscite depuis longtemps un mélange d'admiration et de peur, un peu à l'image d'un pacte faustien. Le nucléaire porte la promesse d'une énergie propre, dont on a tant besoin, mais il a un coût, son potentiel de destruction catastrophique. Une sorte de signe noir nucléaire ? C'est ça. Il faut bien dire que nous, les humains, on a toujours eu un certain don pour exploiter les forces les plus puissantes de la nature, comme le feu et l'électricité. Mais avec l'énergie nucléaire, c'est un peu différent. Elle est capable de réchauffer et d'éclairer nos villes, mais aussi de les anéantir. Rien de neuf sous le soleil, on sait tous de quoi l'espèce humaine est capable. Le dérèglement climatique, la perte de biodiversité, la pollution. Je préfère m'arrêter là. Tu as raison, ça vaut mieux. Bienvenue dans 2050 Investors, le podcast qui décrypte les tendances de l'économie et du marché pour relever les défis de demain. Je suis Coco Agboblois, responsable mondial de la recherche économique, cross-asset et quantitative de Société Générale. Dans cet épisode de 2050 Investors, nous allons parler d'énergie nucléaire. C'est une source d'énergie très dense, neutre en carbone et fiable, mais qui soulève aussi de sérieux problèmes de sécurité. Pour entrer dans le vif de ce sujet épineux et tenter d'en distinguer les mythes de la réalité, nous organiserons un débat virtuel entre des experts qui sont soit pour, soit contre le nucléaire. Nous décomposerons ensuite l'atome et les arguments pour essayer de trouver une voie qui pourrait réconcilier les deux camps. Démarrons notre enquête. Mais d'abord, si on commençait par un court résumé de l'histoire de l'énergie nucléaire ? Bonne idée. Tout commence dans les années 1930, avec la découverte de la fission nucléaire par des scientifiques comme Lise Meitner et Otto Hahn. Nous sommes à la fin des années 30, avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Aux États-Unis, un groupe de scientifiques, parmi lesquels plusieurs Européens qui ont fui les régimes fascistes, s'intéresse aux recherches menées par l'Allemagne nazie sur les armes nucléaires. C'est dans ce contexte qu'en 1940, le gouvernement américain décide de financer son propre programme de développement d'armes atomiques. C'est le fameux projet Manhattan. Qui donnera naissance à l'arme la plus destructrice que l'humanité ait jamais connue. Exactement. Tiens, ça me fait penser au film Oppenheimer, qui parle du projet Manhattan. Je l'ai vu il y a quelques mois, c'est vraiment excellent. Je me demande comment ces scientifiques ont géré la culpabilité après que la bombe a explosé. Le fruit de leur génie a été utilisé pour causer la perte de tant de vies humaines. Oui, pas facile de vivre avec ça sur la conscience. Un autre article publié sur le site history.com, intitulé « Les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki », nous rappelle quelques faits accablants. Le 6 août 1945, le bombardier américain B-29 a largué la première bombe atomique sur Hiroshima. L'explosion a tué environ 80 000 personnes. Quelques jours plus tard, un deuxième B-29 a largué une autre bombe sur Nagasaki, tuant cette fois-ci 40 000 personnes. Résultat, le 15 août, l'empereur du Japon, Hirohito, a annoncé la reddition inconditionnelle de son pays dans une allocution radiophonique en justifiant son choix par la puissance dévastatrice de cette, et je cite, « bombe nouvelle et des plus cruelles ».
c'est un euphémisme. On comprend bien pourquoi l'énergie nucléaire suscite des craintes aussi profondes. Bien sûr, on ne veut pas comparer les armes nucléaires aux centrales nucléaires. Mais il faut l'avouer, la célèbre catastrophe de Tchernobyl en 1986 n'a pas vraiment redoré le blason du nucléaire. Un article de l'Association nucléaire mondiale sur Tchernobyl rappelle quelques faits importants qui méritent d'être cités. Premièrement, l'accident a été causé par un défaut de conception du réacteur et par une mauvaise formation du personnel. Ensuite, l'explosion a libéré environ 5% du cœur du réacteur radioactif dans l'environnement, avec des matières radioactives retrouvées dans de nombreuses régions d'Europe. Et enfin, 2 employés de la centrale de Tchernobyl sont morts la nuit de l'accident. 28 autres personnes sont décédées quelques semaines plus tard, des suites du syndrome d'irradiation aiguë. Mais j'ai gardé le fait le plus surprenant pour la fin. D'après le comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants, à part 5000 cancers de la thyroïde, qui ont entraîné le décès de 15 personnes, aucun impact majeur sur la santé publique n'était attribuable à l'exposition au rayonnement 20 ans après l'accident. En effet, c'est loin de l'idée qu'on s'en fait. Il ne faut pas oublier, tout de même, qu'environ 350 000 personnes ont été évacuées à cause de l'explosion. C'est vrai. Toujours d'après la même source, l'accident nucléaire de Fukushima en mars 2011 a été causé par un tsunami de 14 mètres de haut qui a coupé l'alimentation électrique et le refroidissement de 3 réacteurs de Fukushima Daiichi. Il n'a entraîné aucun décès, ni aucun cas de maladie à la suite de radiation. 100 000 personnes ont été évacuées pour des raisons de sécurité. Le tsunami et le tremblement de terre, eux, par contre, ont tué plus de 20 000 personnes. Vraiment? Aucun décès causé par les radiations? Oui, aucun. La perception dépasse souvent la réalité. Ok. Pour nous aider à cerner un peu mieux ce vaste sujet si complexe, j'ai organisé un débat virtuel avec plusieurs experts de chaque camp. Parfait, ça promet un affrontement intellectuel de haut vol. Attends, une seconde. On a oublié un détail. On devrait peut-être présenter un peu l'énergie nucléaire et son fonctionnement avant, non? Ok, mais vite, alors, le temps presse. Pas de problème, on va le faire en mode Fast and Furious. J'en ai pour 2 minutes. Et ça tombe bien, parce qu'un article du site de l'Agence internationale de l'énergie atomique, intitulé « Qu'est-ce que l'énergie nucléaire? La science de l'électronucléaire ?» résume ça très bien. Premier point. L'énergie nucléaire est une forme d'énergie libérée par le noyau, le cœur des atomes, composé de protons et de neutrons. Elle peut être produite de 2 manières, par la fission, c'est-à-dire la division du noyau de l'atome en plusieurs parties, ou par la fusion de plusieurs noyaux. C'est comme dans le Soleil, où les molécules d'hydrogène sont fusionnées en hélium par la force de gravité. Tout à fait. Deuxième point. L'énergie nucléaire utilisée aujourd'hui dans le monde pour produire de l'électricité provient de la fission nucléaire. La technologie de production d'électricité au moyen de la fusion étant toujours en phase de recherche et développement. Ce n'est pas surprenant, sachant qu'il faut atteindre une température de 100 millions de degrés Celsius pour que les noyaux fusionnent. Troisième point. La fission nucléaire est une réaction où le noyau d'un atome se divise en 2 ou plusieurs noyaux plus petits, libérant ainsi de l'énergie. Par exemple, le noyau d'un atome d'uranium-235, percuté par un neutron, se divise en 2 noyaux plus petits. Ça peut être un noyau de baryum ou un noyau de krypton et 2 ou 3 neutrons. Ces neutrons vont alors percuter d'autres atomes d'uranium-235 qui vont se diviser à leur tour en produisant d'autres neutrons suivant un effet multiplicateur, provoquant ainsi une réaction en chaîne en une fraction de seconde. Mieux vaut ne pas se retrouver sur leur chemin. C'est clair. Quatrième point. À chaque réaction, de l'énergie se libère sous forme de chaleur et de rayonnement. La chaleur peut être convertie en électricité dans une centrale nucléaire, tout comme la chaleur obtenue en brûlant des combustibles fossiles, tels que le charbon, le gaz et le pétrole. Cinquième point. Dans les centrales nucléaires, les réacteurs, le plus souvent alimentés par de l'uranium-235, produisent une réaction en chaîne contrôlée afin de produire de la chaleur au moyen de la fission. La chaleur chauffe l'agent de refroidissement du réacteur, généralement de l'eau, produisant de la vapeur. Cette vapeur est acheminée vers les turbines qui, en tournant, actionnent un générateur électrique pour produire de l'électricité bas carbone. Et on le trouve où, l'uranium-235? Excellente question. C'est d'ailleurs l'enjeu principal, l'extraction, l'enrichissement et l'élimination de l'uranium. L'uranium est un métal que l'on peut trouver dans les roches du monde entier. Il possède 2 isotopes principaux, l'uranium-238 et l'uranium-235.
L'uranium-238 constitue la plupart des ressources d'uranium dans le monde, mais il ne peut pas produire de réaction de fission en chaîne. L'uranium-235, quant à lui, peut être utilisé pour produire de l'énergie par la fission, mais il représente moins de 1% de l'uranium mondial. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Exactement. Pour optimiser les chances d'obtenir une fission avec l'uranium naturel, il faut l'enrichir, c'est-à-dire augmenter la quantité d'uranium-235 qu'il contient. Une fois qu'il est enrichi, l'uranium peut être utilisé comme combustible nucléaire dans une centrale pendant 3 à 5 ans. Passé ce délai, il est toujours radioactif. Il faut donc le stocker définitivement en se conformant à des règles strictes pour protéger les personnes et l'environnement. Le combustible usé peut aussi être recyclé en combustible neuf, qu'on peut alors utiliser dans des centrales nucléaires spécifiques. Et qu'en est-il de son empreinte carbone ? On y arrive. L'énergie nucléaire est une source d'énergie à faible émission de carbone. Et oui, contrairement aux centrales au charbon, au pétrole ou au gaz, les centrales nucléaires ne produisent pratiquement pas de CO2 pendant leur fonctionnement. Les réacteurs nucléaires produisent près d'un tiers de l'électricité mondiale sans carbone, et on peut dire qu'ils sont essentiels pour atteindre nos objectifs en matière de protection du climat. Merci pour ces rappels. Maintenant qu'on a revu les bases, je pense qu'on est prêt pour le débat. On peut commencer ? J'ai déjà sorti mes pop-corn virtuels. Ok, c'est parti. Pendant mes recherches pour préparer cet épisode, je suis tombé sur les avis passionnants de plusieurs personnalités très mobilisées sur ce sujet. Et j'ai eu envie de les partager avec vous. Écoutons les déclarations préliminaires de chaque côté. À commencer par Bill Gates. Pour le cofondateur de Microsoft et philanthrope de renom, l'énergie nucléaire est la solution face au dérèglement climatique. Et il en a fait son combat. Il a cofondé TerraPower, une société d'innovation nucléaire qui développe des réacteurs plus sûrs et plus efficaces. Bill Gates, vous avez la parole. Le climat s'est invité dans le débat public, et c'est très bien. Les gens commencent à réaliser qu'il va falloir produire presque 3 fois plus d'électricité. Et encore ça, c'est pour les pays riches. Pour les pays pauvres, qui vont devoir développer leur économie, il va falloir aller encore plus loin. Donc on est conscient de ces chiffres, mais on veut tous aussi que l'électricité soit fiable. Quand il fait très froid, on veut un chauffage qui marche. Quand il fait très chaud, on veut une climatisation qui marche. Et le problème avec le solaire et l'éolien, c'est qu'à moins d'un miracle, on ne pourra pas atteindre ce niveau de fiabilité. Ces technologies auront un rôle immense à jouer. Mais malheureusement, elles ne sont pas une solution à elles toutes seules. Si on veut pouvoir disposer d'une forme de production d'énergie verte et fiable, indépendante des conditions météorologiques, et pas chère, on doit absolument avoir recours au nucléaire. Un argument qui fait mouche, comme d'habitude, Bill. Laissons à présent la parole au camp adverse. Écoutons la déclaration préliminaire de Tom Steyer. Investisseur milliardaire et militant écologiste, M. Steyer est un critique virulent de l'énergie nucléaire. Il pointe du doigt ses risques potentiels et plaide pour un investissement dans les sources d'énergie renouvelables, comme l'éolien et le solaire. Je l'ai toujours dit, pour ce qui est de l'énergie nucléaire, je suis agnostique. Je demande à voir les faits. L'énergie nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre. Et est-ce qu'elle est abordable? Est-ce qu'elle produit des déchets nucléaires toxiques qui vont durer des centaines de milliers d'années? Est-ce qu'on a un plan pour éliminer ces déchets? Est-ce que le risque de catastrophe nucléaire est réel? Tout ça sont des faits. Si demain, on nous dit que oui, c'est une énergie bon marché, et que non, il n'y aura pas de déchets, et que c'est une certitude, alors je serai le premier à m'en réjouir. Mais voilà, le fait est qu'aux États-Unis, on n'a pas trouvé d'énergie nucléaire qui soit en mesure de rivaliser avec le solaire et l'éolien. Même si on met de côté les risques de sécurité et la question de l'élimination des déchets toxiques, le nucléaire ne peut pas rivaliser sur les prix. Donc pour moi, la vraie question, ce n'est pas de savoir si je suis pour ou contre le nucléaire. Je l'ai dit, je suis agnostique. Je m'en tiens aux faits, aux données. Si on trouve une solution aux questions que j'ai posées, ça serait merveilleux. Ça résoudrait tous les problèmes. Mais ce n'est pas encore le cas. La réalité, c'est que les États-Unis ont essayé ces 20 dernières années de construire de nouvelles installations nucléaires. Mais à chaque fois, le budget a été largement dépassé. Ce n'était tout simplement pas viable et les projets ont été abandonnés les uns après les autres.
je constate qu'il y a des arguments intéressants contre l'énergie nucléaire. C'est vrai. Après ces déclarations générales, je propose qu'on passe à des sujets plus spécifiques. À commencer par Mark Jacobson, professeur de génie civil et environnemental à l'université de Stanford. Jacobson est connu pour son opposition à l'énergie nucléaire. Il milite pour une énergie 100% renouvelable. Ici, il aborde la question des coûts associés à l'énergie nucléaire. Pour éviter un réchauffement climatique de 1,5 degré, on va devoir éliminer au moins 80% des émissions d'ici 2030, soit dans environ 7 ans, et idéalement 100% des émissions d'ici 2035 ou 2040, au plus tard en 2050. C'est pour ça qu'une technologie qui prend 10 ans à se mettre en place ne peut pas résoudre l'urgence climatique, sans parler des problèmes de pollution atmosphérique et de sécurité énergétique. Si on regarde l'éolien et le solaire, par exemple, entre la planification et l'exploitation, il faut compter sur des délais entre 6 mois pour l'énergie solaire sur les toits et 1 à 3 ans pour l'énergie solaire à grande échelle et l'éolien terrestre. Donc, on a des technologies qui sont non seulement les moins chères au monde, mais aussi les plus rapides à déployer. Et si on regarde le nucléaire, c'est tout le contraire. Sur les marchés libéralisés, il faut compter entre 17 à 22 ans entre la planification et l'exploitation. Il suffit de voir Flamanville en France, Hinkley au Royaume-Uni, Olkiluoto en Finlande ou les usines de Vogtle en Géorgie. On est toujours sur des délais de 17 à 22 ans entre la planification et l'exploitation. Parce que la planification, mais aussi la construction, prennent énormément de temps. Et tout ça a un prix stratosphérique. Pour Vogtle en Géorgie, par exemple, les 2 réacteurs ont déjà généré un coût cumulé de 34 milliards de dollars pour une production de 2,2 gigawatts. C'est un investissement de plus de 15 dollars par watt. Dans l'éolien et le solaire, on est sur du 1 dollar par watt, donc 15 fois moins cher. Le coût de l'énergie est 7 à 8 fois plus élevé à cause de ces nouveaux réacteurs nucléaires à grande échelle. L'argent est roi, surtout s'il s'agit de choisir entre la construction de réacteurs ou de parcs éoliens. C'est un argument financier imparable. Mais Ernest Moniz nous donne une autre perspective intéressante. Ancien secrétaire américain à l'énergie, M. Moniz promeut le développement de technologies nucléaires avancées. Il soutient que l'énergie nucléaire peut jouer un rôle déterminant dans la décarbonation du secteur énergétique. Voyons ce qu'il pense du potentiel de la fusion nucléaire et de ses implications pour les jeunes scientifiques d'aujourd'hui. Globalement, on peut dire que la science et la technologie nucléaire attirent toute une nouvelle génération de jeunes scientifiques. La fusion, en particulier, et à juste titre, est un peu le Graal dans ce domaine. On voit de plus en plus d'études sur des technologies innovatrices dans le domaine de la fusion. C'est un secteur qui passionne beaucoup de jeunes. Le MIT, par exemple, a mis au point une technologie de fusion. La société TAE a été créée par une branche de l'Université de Californie. Le fait que ce secteur soit aussi intimement lié à la recherche universitaire montre bien que les jeunes chercheurs sont motivés. Certes, par l'envie de réaliser d'immenses avancées scientifiques, mais aussi par le fait de s'attaquer aux problèmes majeurs auxquels les sociétés du monde entier sont confrontées. Et en premier lieu, bien sûr, au réchauffement climatique. La fusion serait une solution parfaite à la plupart des défis actuels. Il est vrai que la fusion serait une solution idéale, mais elle reste de l'ordre de la fiction pour le moment. Tu as raison. On verra ce que l'avenir nous réserve. Une autre question cruciale dans le débat nucléaire, c'est évidemment la sécurité. Le journaliste britannique et militant écologiste, George Monbiot, est aujourd'hui convaincu que l'énergie nucléaire permettra de lutter contre le changement climatique, bien qu'il s'y soit opposé par le passé. Écoutons ce qu'il a à dire à ce sujet. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais le moment où j'ai arrêté d'être un militant anti-nucléaire, ça a été la catastrophe de Fukushima, quand leur centrale nucléaire a été frappée par cette catastrophe naturelle spectaculaire. Parce que oui, c'était un accident nucléaire de la pire catégorie imaginable. Et pourtant, personne n'est mort. J'ai réalisé une chose, c'est que tous les jours, l'industrie du charbon tue. Je veux parler de centaines de personnes qui sont tuées chaque jour par le charbon, ou à cause de la dégradation du climat qu'il provoque. Le nucléaire n'a jamais autant tué dans toute l'histoire que le charbon en un jour.
Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, la plupart des choses qu'on reproche à l'énergie nucléaire, on devrait plutôt les reprocher au charbon. Même si on prend la question des rejets radioactifs, la combustion du charbon libère encore plus de radioactivité que l'énergie nucléaire. Et oui, il n'y a pas de fumée sans radioactivité. Je parie que Hulk aurait 2 ou 3 choses à dire à ce sujet. C'est vrai, on a tous peur du grand géant vert, mais on devrait plutôt se méfier du vrai monstre qui est tapi dans l'ombre, gris et charbonneux. Mais il reste une autre question majeure à aborder. C'est celle de la gestion, du stockage et de l'élimination des déchets nucléaires. Et ça tombe bien parce que James Hansen, climatologue de renom et ancien directeur de l'Institut Goddard d'études spatiales de la NASA, a des idées très intéressantes à partager. Un énorme problème qui revient tout le temps, c'est celui des déchets nucléaires. Mais les déchets nucléaires sont stockés dans des conteneurs où ils ne nuisent à personne. On peut les utiliser comme combustible pour des futurs réacteurs nucléaires, ce qui réduira à terme le volume de déchets. Si on compare avec les autres sources d'énergie, on voit déjà que les combustibles fossiles ont un coût immense. L'Organisation mondiale de la santé estime que 3,7 millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l'air extérieur et 3,7 millions de plus à cause de la pollution de l'air intérieur. Beaucoup de ces décès, dus à la pollution de l'air, sont particulièrement longs et douloureux pour les victimes et pour les familles, un peu comme le cancer des poumons. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas là. La santé de centaines de millions de personnes est affectée par cette pollution. Les aérosols qu'on respire sont minuscules, ils pénètrent dans le sang et ils peuvent provoquer des problèmes cardiaques et respiratoires. C'est vrai que toute la pollution de l'air n'est pas due aux combustibles fossiles, mais une grande partie l'est. Et il y a aussi la pollution de l'eau. Les eaux souterraines sont contaminées, notamment par les activités minières des combustibles fossiles, comme la fracturation hydraulique. Les déchets nucléaires, un bel héritage pour les millénaires à venir. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Pour finir ce débat, écoutons le rédacteur en chef environnement du journal The Guardian. John Vidal a beaucoup écrit sur les questions climatiques. Il revient dans ses articles sur les risques et les inconvénients de l'énergie nucléaire, tout en plaidant pour des alternatives renouvelables. Ici, il s'inquiète du défi posé par le stockage des déchets nucléaires, et notamment en ce qui concerne son financement. Le gouvernement britannique clame haut et fort qu'il ne subventionne pas le nucléaire, que le secteur doit assumer tous ses coûts. Mais si on y regarde de plus près, ce n'est pas si simple. Parce que le gouvernement se retrouve avec l'équivalent de 90 milliards d'euros de déchets nucléaires. Et il doit bien s'en débarrasser. On parle de centaines de milliers de tonnes. Alors il doit construire un énorme entrepôt quelque part. Et il ne va pas demander à l'industrie nucléaire de construire un deuxième entrepôt pour accueillir non pas les déchets hérités, mais les nouveaux déchets qui seront créés à partir de cette nouvelle génération. Pour le dire autrement, l'industrie nucléaire sera autorisée à louer, comme une chambre d'hôtel, quelques compartiments de plus dans cet entrepôt. On ne va pas leur demander d'en construire un nouveau. On peut donc affirmer très clairement que c'est une subvention cachée, que le gouvernement paye, de facto, le stockage des déchets émis par l'industrie nucléaire. Résumons les principaux enjeux. Énergie nucléaire. Une densité énergétique élevée et des émissions faibles, mais elle comporte des risques pour la sécurité, et la gestion de ces déchets est un vrai casse-tête. Énergie renouvelable, impact faible, de plus en plus abordable, mais pour être fiable, elle nécessite plus d'infrastructures. Tu en penses quoi, Siri ? C'est un choix cornélien. Vaut-il mieux miser sur l'option risquée, mais rapidement efficace, ou sur l'option plus lente et plus stable ? C'est vrai, le choix n'est pas simple. L'énergie nucléaire promet un avenir stable et à faible émission de carbone, mais elle est hantée par le spectre des accidents et des déchets. Les énergies renouvelables offrent une voie plus propre, mais nécessitent de l'innovation et des investissements pour égaler la fiabilité du nucléaire. Chers auditeurs, ce choix vous appartient. Quel camp a présenté les arguments les plus convaincants ? Pensez-vous que l'énergie nucléaire soit nécessaire pour un avenir sans carbone ? Ou, au contraire, on devrait compter uniquement sur des énergies renouvelables pour alimenter le monde ? Vos votes façonneront le débat sur l'énergie. Après des échanges aussi fascinants,
Quoi de mieux pour conclure cet épisode qu'une citation d'Albert Einstein ? L'énergie nucléaire est une sacrée manière de faire bouillir de l'eau. Merci d'avoir suivi cet épisode de 2050 Investors. Merci à tous les experts que nous avons entendus pour leur point de vue perspicace. J'espère que cet épisode vous a aidé à mieux appréhender les risques et les avantages de l'énergie nucléaire. 2050 Investors est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcasts. Laissez des commentaires où vous voulez, abonnez-vous et surtout, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode. Ce podcast traite des marchés financiers, mais ne recommande aucune décision d'investissement particulière. Si vous n'êtes pas sûr du bien fondé d'une décision d'investissement, veuillez consulter un professionnel.